Bonjour Nicolas. Bonjour Nelly. Merci pour ton ticket. Mais avec plaisir. Allez, vas-y, je t'en prie, installe-toi dans le wagon du roller coaster. Il est beau, hein. Ah bah, t'étais Ouh, déjà puis on est venu bien. dans le roller. Oui. Et là, on est reparti pour un Et tour. c'est un plus grand roller coaster. Ah là oui, on est à une étape d'après. Excellent. Alors Nicolas, est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Je suis Nicolas Gaume, je suis cofondateur de Space Cargo Unlimited, également d'une autre société qui s'appelle Orbit. Donc on est dans l'espace. On est dans l'espace. Ok, super. Est-ce que tu as déjà été dans un roller coaster? Oui. Et t'aimes ça? Space Mountain, Ah bah évidemment. évidemment. Et donc là, j'ai le dessin de Nicolas. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Écoute, quand tu m'as demandé le dessin, Nelly, je me suis dit, je ne peux pas représenter les choses uniquement par une chronologie. Et je crois que quand on vit une vie entrepreneuriale, il y a des moments qui, sur l'instant, sont des moments importants, qui finalement le deviennent moins après. D'autres qui paraissent finalement moins, qu'ils le deviennent plus. Puis, in fine, il y a aussi une myriade de moments. Je crois qu'une des choses qui me semble être importante de débugger, c'est qu'au fond... il y a une façon de vivre le moment, il y a une façon de le raconter. Et quelque part, quand on raconte les moments qu'on a vécus, on peut finalement rater tout un tas de dimensions. Donc là, j'ai essayé d'aller vers un truc qui est plus multidimensionnel, plus dans les sinusoïdes, voire les fractales. Voilà. Donc j'espère que ça t'embête pas trop d'être sorti un peu du cadre. Mais c'est ça, entreprendre aussi. Hein. Exactement, c'est s'adapter à toutes les situations. Donc là, c'est une situation... Aux invités un peu bizarres que tu as. Voilà. C'est bien. Alors, on va commencer par le début de l'histoire. Petit Nicolas. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la construction? Mais bien sûr, on a combien de temps? Tout commença par un matin d'automne, alors que la brume se levait à peine sur le bassin d'Arcachon. Non, je suis né à Arcachon, c'est ça. En plus, on a un chrono. Voilà, un chrono derrière, donc ça n'a aucun sens. Donc non, j'ai grandi à Arcachon, donc plutôt une enfance privilégiée, au bord de la mer, pour ceux qui ne connaissent pas, un endroit magnifique, le bassin d'Arcachon. Et mes parents étaient restaurateurs. Et j'ai eu la chance de grandir dans un très bel endroit qui s'appelle La Corniche, qui appartient toujours à ma famille, qui est un hôtel-restaurant sur la dune du Pilat. Et j'y ai fait tous les métiers, donc plonge, serveur, commis, je portais les bagages, donc j'adore ce métier. C'est un métier très exigeant. Je vais y revenir parce que ça a son importance dans les aventures que je vis aujourd'hui. Et mon père était avec ma mère aux commandes, et mon père était chef. Mais en plus d'être chef et être passionné d'hôtellerie et de restauration, il était aussi geek. Et il a acheté un ordinateur, parmi les premiers en Europe, les premiers ordinateurs personnels, un Apple II. J'avais 7-8 ans. Exactement quel âge j'avais, je ne sais pas trop dire, mais ouais, 7-8 ans à peu près. Le démarrage. Le démarrage. Et j'ai commencé à voir mon père passer du temps dessus, à programmer, et j'ai eu envie de m'y mettre. Et puis évidemment, j'ai commencé par les jeux vidéo. C'était le début de cette génération de technologie qui rendait le jeu vidéo accessible. Alors, étant aussi dans un restaurant, j'avais... dans le bar du restaurant, il y avait une salle d'arcade, il y avait 2-3 machines d'arcade, des choses qui ne parleront pas à ton audience la plus jeune, mais en fait des machines de jeux vidéo où on mettait des pièces pour pouvoir jouer et qui avaient une qualité d'image qui était incroyable. Et il y avait assez peu d'ordinateurs d'abord en général dans les foyers, et il y en avait assez peu chez les gens, parfois a fortiori. Donc il y avait assez peu de machines de jeu chez les gens, c'est ce que je voulais dire. Donc être capable de pouvoir rentrer dans cet univers et puis surtout de commencer à en créer. Moi, assez vite, j'ai eu envie de passer de l'autre côté de l'écran et ça a été une passion qui m'a prise et qui m'a jamais lâché. Donc tu es devenu un gamer? Donc, je suis devenu un gamer après un développeur de jeux vidéo. Mon père a acheté un modem, donc là encore, c'est quelque chose qui est une évidence aujourd'hui, mais les ordinateurs étaient rares et en plus, ils n'étaient pas connectés. Donc j'ai un père, on va dire, moderne, puisqu'il a acheté ce qui m'a connecté au monde. Donc tout en étant à Arcachon, j'ai commencé à échanger avec des gens dans le monde entier. On ne savait pas que la Silicon Valley était là-bas. Et là, en fait, du coup, beaucoup, la Silicon Valley, je m'y suis connecté de cette façon. Je passais beaucoup de temps, je passais quasiment 3 heures par jour connecté. Encore une fois, c'est la norme aujourd'hui, au minimum, en moyenne, en fait. Il faut remettre dans le contexte. À l'époque, ouais, fin des années 70, donc c'est il y a longtemps. Et donc, je commence à rencontrer des amis proches à travers le monde, à travers la France, qui sont des gens avec qui je programme, avec qui je pirate. Assez vite, je vois que je ne suis pas le meilleur, ni programmeur, ni pirate, mais je me fais des vrais bons amis, des gens que je ne connais pas physiquement, hein, puisqu'on se connaît en ligne. Mais en même temps, je sors d'Arcachon, qui est une ville magnifique, mais qui est une ville de bord de mer avec 15 000 habitants, donc pas forcément extrêmement
extrêmement fournie. Et puis, je découvre la Silicon Valley, je découvre l'histoire des grands entrepreneurs de la tech, donc Steve Jobs d'Apple, Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, Bill Gates, Paul Allen chez Microsoft. Et ça, effectivement, ça me prend aux tripes, ces histoires entrepreneuriales, ce mythe du garage. C'est un mythe, mais enfin bon, à 8, 9, 10, 11 ans, on se construit avec les mythes. Hein. Et donc là, du coup, tu commences à partir dans une aventure. Donc je commence à programmer. À 12-13 ans, je fais des programmes de jeux qui commencent à avoir un peu de retentis. Donc je me dis peut-être que c'est un truc que je pourrais faire plus grand. Et puis je suis mes études comme beaucoup de Français sans trop savoir ce que je vais faire. Je me retrouve un peu par hasard en prépa. Et le proviseur nous accueille en disant « Vous êtes l'élite de la France ». Et moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce discours parce que j'ai une éducation... j'ai un arrière-grand-père qui était communiste, très militant, très social, très, très construit par le travail. Donc je me dis qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. Voilà. Donc je ne rentre pas dans cette histoire. Puis je me dis que pour quelques points de maths en plus, être chef de diagonale chez Auchan ou éventuellement cadre chez L'Oréal, sans avoir rien ni contre L'Oréal ni contre Auchan du tout. Ce n'est pas tellement ce que j'ai envie de faire. Et donc là, je saute le pas et je me dis pourquoi pas créer ma boîte. Et je démarre avec finalement mes camarades qui étaient des gens que je connaissais bien et qu'on ne s'était pas rencontrés physiquement, mais on se connaissait bien. Et puis le destin fait que j'apprends qu'il y a un des responsables d'Apple qui a une maison de vacances au Pilat, donc à Pilat-sur-Mer, juste à côté de chez moi, sur le bassin d'Arcachon. Et voilà, je fais un peu le siège de cette personne qui est un des dirigeants d'Apple, qui me ouvre ses portes, qui m'écoute. Et c'est pas gagné, tu vois, t'as 18, 19, enfin, j'avais 18 ans et demi. C'était pas évident voilà, qu'il m'écoute. Il se trouve qu'à ce moment-là, Apple, qui faisait plutôt des ordinateurs assez chers, essaie de se lancer dans le grand public. Et je me dis, il y a un truc à faire. En fait, la réflexion que je me fais, c'est que si je me projette, à l'époque, les ordinateurs, il y a une diversité d'informatique assez forte, des ordinateurs de toute nature. Et moi, je me dis, les deux ordinateurs qui vont vraiment dominer à l'avenir, c'est Mac et Windows. Bon, mais c'est vraiment pas gagné à l'époque, parce que Mac, ça coûte très cher, c'est plutôt pour faire l'édition, la publication assistée par ordinateur. Le Windows, c'est vraiment très peu performant. Et les PC à l'époque DOS ont une variété de systèmes d'exploitation, OS2 ensemble, plein de trucs. Donc miser sur Windows, c'est miser sur Microsoft, et miser sur Mac, c'est miser sur Apple, qui sont deux entreprises qui m'inspirent particulièrement. Et donc voilà. La deuxième chose, c'est que je me dis que le marché du jeu vidéo va être un gros marché. Je suis un joueur, mais malgré tout, à l'époque, c'est surtout des adolescents masculins. Et je me dis qu'il y a suffisamment de qualité d'expérience de jeu pour que ça puisse plaire à un plus grand public. Et puis je me dis que la 3D va devenir dominante. À l'époque, c'est vraiment des images en 2D, bitmap. Donc voilà, avec ces trois idées, la 3D va être importante, le jeu va être important, et Mac et Windows vont être les ordinateurs qui vont marcher. On a créé cette première entreprise qui s'appelle Callisto. Callisto, c'est le nom grec de la grande ours. C'est une constellation qui sert à figure céleste à trouver son chemin quand on cherche son chemin dans les étoiles, et donc sur Terre. Je trouvais ça assez sympa. Et voilà. Finalement, là, à ce moment-là, avec ta famille qui était plutôt du monde traditionnel, toi, tu te décrochais un peu dans... Non, parce que j'avais mon père qui était geek, donc, et puis se rendre compte avec ce patron d'Apple, donc il croit en nous assez vite, son équipe aussi, il nous prête du matériel, donc tout un tas de Macintosh, des centaines de milliers d'euros de matériel qu'on n'aurait pas pu acheter nous-mêmes. Hein. À l'époque, on avait réuni à tout casser 4 500 € de capital initial, donc ça va pas très loin. Mais on avait plusieurs centaines de milliers d'euros de Macintosh. Donc on a commencé à se familiariser de cette machine qu'on ne connaissait pas trop bien, parce qu'elle était trop chère et inaccessible pour les jeunes de 17, 18, 19 ans qu'on était. Puis ça nous a plu, on a fait des trucs assez sympas. Et puis on a démarré avec l'idée qu'on allait adapter les jeux d'entreprises qui avaient déjà 5, 10, 15 ans, des entreprises créées par des gens qui donc étaient plus âgés que nous et qui étaient éditeurs de jeux. Donc des entreprises comme Ubisoft aujourd'hui, d'autres à l'époque, Infogrames, Logiciel. Et on est devenus en fait les spécialistes de l'adaptation de jeux pour Mac puis Windows, avant de créer nos propres jeux. Et on a eu du succès assez vite. L'ordinateur Mac, Windows est devenu la référence, comme tu le sais. Le jeu vidéo n'a pas cessé de croître en tant que marché.
Donc c'est plus facile de réussir un projet entrepreneurial quand le marché croît de manière significative. Et là, tu commences à prouver quand même qu'en étant complètement, on va dire, enfin, Arcachon n'est pas non plus réputé pour sa notoriété. Et pas du tout. Attends, il ne faut pas trop le dire. Hein, parce que... Mais tu commençais déjà à rayonner à l'international. Alors déjà, je suis allé à Bordeaux, c'était la grande ville à côté, donc voilà. une ville magnifique. Donc voilà, je suis girondin, voilà, je suis de la Gironde. Et donc de pouvoir rayonner, de commencer à créer une société déjà, entre guillemets, dématérialisée, parce que finalement, tu n'avais jamais vu tes associés. Alors, on s'est rencontrés in fine quand même. J'en ai certains que j'avais rencontrés dans ce qu'on appelle les démo parties, où on se réunissait. Mais effectivement, Enfin, encore une fois, je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de très exceptionnel à l'époque d'aujourd'hui, mais à l'époque d'alors, c'était très nouveau. Ouais. Bah déjà, de réunir des gens que tu ne connais pas, il n'y avait pas WhatsApp. Mais on se connaissait super bien, en fait, ouais, puisqu'on était connectés tous les jours. Et puis, au fond, in fine, après, alors... Au-delà de l'informatique, c'est aussi un moment où explose l'image en général, donc des nouvelles chaînes de télévision, le magnétoscope, donc l'image. Donc je grandis aussi avec des mangas, avec des films américains, des séries américaines qu'on ne voyait pas avant. Avant, c'était très franco-français. Donc j'ai aussi quelque part cette culture internationale qui se développe. Mon lycée, le lycée Grand Air d'Arcachon, lycée public, fait un jumelage, ça c'est talent du prof d'anglais à l'époque, monsieur Nestier. Et on part, en seconde, on part plusieurs mois, un séjour assez long, aux États-Unis, dans un lycée à Princeton. Donc je découvre là-bas l'informatique, parce que sur le coup, des ordinateurs, il y en a beaucoup plus. La technologie est beaucoup plus dans la culture, bon, c'est assez logique, vu que c'est né là-bas. Donc finalement, je me dis que où qu'on soit, c'est possible. Et in fine, l'anglais est une langue que j'aime, donc je la maîtrise pas trop mal, donc c'est aussi un sésame. Donc assez vite, en fait, quand on a démarré Callisto, je suis parti prospecter aux États-Unis, donc on a commencé à travailler pour des entreprises américaines. Il y avait une culture Apple forte en France, donc si c'était pas choquant pour Electronic Arts ou d'autres entreprises de jeux vidéo de confier à une boîte à Bordeaux leur investissement, parce que malgré tout, c'était quand même important. Même ça devenait presque un différenciant. Voire, ça leur faisait plaisir, parce qu'ils venaient nous rendre visite à Bordeaux, c'était pas désagréable. Donc on a démarré, voilà, 500 000 € de chiffre d'affaires l'année 1, 1,5 million l'année 2, 5 millions l'année 3, 15% de résultat net. Donc la boîte est partie tout de suite sur de beaux rails, quoi. Ah, donc l'aventure success story. Bah oui, à l'époque, et puis il y avait très peu de startups, donc c'est vrai qu'on détonne un peu dans le paysage. C'était pas simple non plus, du coup, parce qu'il fallait vraiment trouver des talents. Donc on a amené beaucoup de gens à considérer ce que c'était le jeu vidéo, l'informatique. Donc les programmeurs étaient des gens qui étaient quand même déjà bien formés en France. Vous n'étiez pas trop ovni, justement, dans l'écosystème bordelais Je crois qu'il n'y avait pas d'écosystème bordelais. Donc on a eu la chance tous ensemble de créer ce qui est devenu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à Callisto à Bordeaux qui après ont essaimé. Donc il y a des business units qui sont des entreprises et il y a des gens qui sont partis. Vous étiez combien de collaborateurs ? Au pic, on était plus de 300. Voilà, donc avec des bureaux à Paris, des bureaux à Austin au Texas. On faisait 50% de nos ventes aux États-Unis, on a un bureau à San Francisco, un à Los Angeles, 35% au Japon, c'est le deuxième pays avec des bureaux à Tokyo. Puis après en Chine, qui est un pays où j'ai créé ma deuxième entreprise. Mais entre-temps, Callisto a été un moment compliqué. Alors, pour la faire courte, parce que le temps passe, Callisto, en fait, c'est un secteur très profitable en croissance, mais qui est très exigeant en financement. Donc tous les 3-4 ans, il y a de nouveaux cycles, des nouvelles consoles, des nouvelles opportunités où il faut réinvestir beaucoup. Donc on est beaucoup en recherche de capitaux et malgré tout, pas d'écosystème, pas de culture d'investissement. Donc in fine, j'ai été amené au bout de 5 ans à vendre l'entreprise. Je n'ai pas dit une chose importante, c'est qu'Apple a investi dans la société au tout début. Donc après avoir prêté du matériel, avoir vu ce qu'on était capable de faire, ils ont investi. C'était la première fois qu'ils investissaient dans une start-up en Europe, je crois. Donc c'était aussi une marque de confiance. Mais bon, quelques années après, Apple a eu ses propres moments difficiles dans cette période. Et donc, je n'ai pas trouvé de moyen de la financer de manière intelligente. Et il y a eu des propositions de rachat. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et ils me laissaient les commandes de la boîte. Donc, j'ai vendu l'entreprise à un groupe anglais qui s'appelle Pearson, groupe de médias qui était propriétaire à l'époque des Échos, le Financial Times, Penguin Books, Addison Wesley, Pearson Education. Et puis BSkyB, une chaîne de télévision anglaise. Et donc on a vendu. Donc je suis devenu un jeune millionnaire à ce moment-là.
Et puis, tout en continuant à diriger mon entreprise, j'avais un peu plus de temps parce que j'avais moins de pression commerciale, j'étais adossé à une grande organisation. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'avais toujours envie de découvrir l'Asie. On faisait beaucoup de choses au Japon déjà. Et puis, j'aime beaucoup, j'ai étudié le latin et le grec quand j'étais jeune, donc j'ai eu envie de découvrir un peu ce qu'était cette autre culture que la culture indo-européenne. Et je suis parti en Chine. J'y ai passé une longue semaine. Il se trouve que j'étais dans une ville qui s'appelle Wuhan, tout le monde connaît aujourd'hui, qui est jumelée à Bordeaux. Et j'avais rencontré un étudiant qui apprenait le français à Bordeaux, qui m'a fait visiter son pays. Et c'était assez génial parce que du coup, la Chine s'ouvrait. On est en 94-95. Donc voilà, dans les villes, des grandes villes, mais des villes un peu plus loin des côtes, voir un gars de 2 mètres qui a des yeux bleus, c'était un peu un choc. Donc c'était fascinant parce que quand on voit la Chine, ce qui est devenu le pays en 30 ans, c'est juste dingue, quoi. Mais à l'époque, c'est assez pays en voie de développement. Et bon, je me balade là entre 2 projets, mais je découvre que c'est une culture que je trouve extrêmement attachante, intéressante, inspirante, riche, évidemment, profonde. Et puis, il y a un enfant par famille. Pas plusieurs, il y en a un par famille. Il y a des parents qui s'enrichissent, qui veulent la meilleure éducation pour leurs enfants. Et à côté de ça, il y a une révolution culturelle qui a décimé tout l'appareil éducatif. Donc il y a peu de profs, il y a une éducation qui est quand même problématique en Chine. Bon, ça va beaucoup mieux depuis, mais à l'époque, c'est pas ça. Et moi, il se trouve que pour Callisto, il y a énormément d'éditeurs de livres pour enfants qui viennent me voir pour faire des versions numériques de leur propriété intellectuelle, donc les éditions Playback, Les Incollables, Père Castor et d'autres. Et je me dis, mais un enfant par famille, une volonté d'éducation plus forte, un pouvoir d'achat qui augmente. À côté de ça, j'ai accès à toutes ces maisons d'édition qui font rien de leur propriété intellectuelle en Chine. Je vais acheter les droits pour la Chine. Et donc j'ai acheté les droits des Incollables, du Père Castor, où j'ai signé des partenariats avec ces sociétés. Et j'ai monté une maison d'édition de livres pour enfants en Chine. Donc, tout simplement. Ben oui, non, mais il y avait une logique, si tu veux. Et je parle de cette histoire parce qu'au fond, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ce que moi j'aime faire, c'est d'aller dans des univers nouveaux, dans lesquels il y a des moments de rupture. On l'a fait dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est un marché très important. Et ce qui est né de Callisto à Bordeaux, en France, c'est beaucoup de studios qui fonctionnent bien aujourd'hui. Et voilà, l'édition de livres pour enfants, c'est une belle histoire. J'ai bien vendu la société. Tu l'as revendu après? Je l'ai revendu après. Après, j'ai cofondé une web agency qui était une belle réussite, qui est aujourd'hui une filiale de Publicis, avec 2 amis qui étaient, eux, les porteurs du projet, Christophe Chatillon et Laurent Latière. J'ai racheté Callisto. Et là, je l'ai développé. Donc, j'ai racheté Callisto parce que le propriétaire de Callisto a décidé d'investir plus dans la télévision à l'époque et se désinvestir de ce secteur du jeu vidéo. Voilà. Et moi, je n'avais pas envie de partir avec tout ce qui était vendu, donc j'ai racheté la boîte. Je l'ai racheté moins cher que je l'avais vendu, donc ça m'a donné les moyens d'investir. Et là, la boîte a vraiment pris son essor. Et voilà, on est arrivé à 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Et ça fait quoi, justement, de reprendre sa société Alors, le truc, c'est que j'étais toujours resté dans la boîte. C'est-à-dire que je continuais à la diriger, donc finalement, il n'y avait pas vraiment de rupture. D'accord. Au contraire, ça nous a donné certaines libertés, capacité d'investir. L'adossement nous avait consolidé dans notre organisation, dans nos fondamentaux. On avait sorti des jeux assez incroyables. On a fait le premier jeu pour Windows 95. Je me suis retrouvé sur scène avec Bill Gates et les Rolling Stones pour le lancement de Windows, et le jeu a très bien marché. On a fait des jeux qui ont marqué dans l'aventure. Alors, on n'a jamais fait de huge sellers, entre guillemets, qui sont les blockbusters dont on se souvient, mais on a fait que des best-sellers, donc la boîte marchait vraiment bien. Et ces moments, justement, de surcroissance, en fait, Alors là, à l'époque, ça fait plutôt une croissance soutenue, mais calée. Tu les vis comment, toi ? Et après, on rentre dans un moment où on a besoin de financer la génération de jeux qui viennent. Et là, effectivement, on rentre en bourse. Et là, c'est la surcroissance. La stratégie boursière, a posteriori, est très idiote, puisqu'on fait un très gros plan d'investissement. On va chercher une partie des fonds qu'on commence à dépenser, parce que l'idée, c'est qu'on explique à la bourse que nous sommes, que la valo soit meilleure, et qu'on ait cherché dans un deuxième temps l'essentiel de ce qu'on a déjà commencé à dépenser, avec l'idée que la bourse serait toujours en croissance. Grave erreur, la bulle explose en 2000, et on a effectivement dépensé de l'argent qu'on n'avait pas pour développer des jeux en ligne, parce que je pensais que c'était l'avenir, ce qui n'était pas faux. Développer la nouvelle génération de jeux pour console, nouvelle génération. Et on se retrouve, malgré une activité qui fonctionne très bien et qui continue à être très profitable, avec un déséquilibre d'argent qu'on a dépensé qu'on n'avait pas, et la bourse qui explose. En plus, le moment où la bourse explose, on prend des prêts en se disant que ça va aller mieux. Bon, il
a fallu 5 ans pour que la bourse se reconstruise, donc on s'est retrouvé de plus en plus exsangue. Et la boîte a fermé en 2002, alors qu'au fond, elle avait une équipe qui structurellement fonctionnait bien. Bon, de fait, on a eu une forte croissance, donc on a eu tous les défauts, des défis qu'il y a avec ça. Mais bon, la boîte a fermé au bout de 12 ans, et les équipes qui existaient ont traversé la rue, continué des projets, des technologies qu'ils avaient développées, et aujourd'hui, c'est des très belles boîtes qui continuent à prospérer, donc je pense qu'il y avait quand même quelque chose de solide, voilà. Oui, mais tu es quand même passé, là, c'est un vrai mais pour moi, c'est roller-coaster. c'est très dur. Alors, une des raisons pour lesquelles, sans doute, j'ai fait ce dessin, c'est que il y a des moments très paradoxaux, c'est-à-dire que je fais faillite, donc c'est un moment très dur pour un entrepreneur. Surtout, j'étais assez médiatisé à ce moment-là, donc la médiatisation, elle fonctionne à l'inverse, où je me fais complètement détruire dans tous les médias, et c'est très très dur pour ma famille, pour moi, et surtout parce que au moment où on dépose le bilan, on a des actionnaires qui ont acheté des parts de notre entreprise en bourse et qui perdent leur investissement. Donc forcément, il y a de la colère, forcément, il y a de l'incompréhension. Donc c'est très très dur parce que je reçois des menaces, des courriers de menaces, des moments physiquement différents, difficiles. Alors moi, j'ai mis tout ce que j'avais, donc je sors totalement ruiné. Hein. J'ai 75 millions d'euros de dettes, donc c'est beaucoup quand même à ce moment-là. Après avoir été milliardaire sur papier, donc le roller coaster, là, tu vois, tu le sens passer. Et en même temps, j'ai rencontré ma femme et on a notre premier fils qui naît la semaine où la boîte dépose le bilan. Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire que cette semaine est dure. Elle est dure professionnellement et en même temps, j'ai mon premier fils. Donc tu arrives à compartimenter complètement Non, pas vraiment, parce que c'est un niveau de stress, un niveau Enfin, c'est l'horreur, quoi. Mais en même temps, tu te raccroches aux choses. En fait, je crois qu'on ne se connaît pas que dans les moments intenses, quoi. Donc là, c'est un moment où je me révèle à moi-même, hein, d'abord, hein, et je me trouve plus résilient. Moi, j'avais très peur d'être cynique, de devenir cynique, de perdre finalement l'appétit de mon prochain. Puis finalement, j'ai vu des gens extraordinaires qui m'ont tendu la main, des chefs d'entreprise, des gens de mon équipe, des gens dans mon entourage qui étaient là. Bon, il y en a aussi qui ont été... Ça a été des déceptions, mais comment ça, on fait c'est la vie, face justement à 75 millions? Comment on fait face à ça quand la nouvelle en fait, tombe? il faut regarder les étapes une à une. C'est-à-dire, c'est vrai que je crois que c'est là où tu trouves que tu es résilient, parce qu'au final, tu peux partir vraiment en vrille. Mais d'abord, en faisant valoir ma probité, mon intégrité, parce qu'il y a des gens qui disaient il s'est planté, qu'il était malhonnête. Bon, ça a pris du temps, mais la justice a dit la chose, et donc voilà. Ce qui m'a permis de renégocier certains engagements financiers. Mais après, j'ai tout ce que j'avais gagné avec mes autres startups, tout ce que j'avais est parti, quoi. Donc je suis revenu avec de 75 millions, je suis revenu à quelques millions d'euros de dettes. Donc après, j'ai commencé à... Bon, il y a Ubisoft, Yves Guillemot, et je lui en suis tellement profondément reconnaissant qu'il m'a tendu la main. Donc j'ai amené le savoir-faire que j'avais, j'ai travaillé comme cadre dirigeant chez Ubisoft, donc ça m'a permis de reconstruire, le temps que la justice passe. J'ai écrit un livre, ça m'a fait aussi beaucoup de bien de raconter l'histoire. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de lancer des projets. Et puis j'ai commencé à réinvestir dans des startups. Alors, beaucoup à Berlin, je parle allemand et j'adore Berlin, et c'était une ville qui était en pleine ébullition. La Corée que j'ai découverte, et j'étais aussi très souvent en Corée. Et j'ai investi dans des boîtes avec l'idée que je savais pas forcément... je leur disais je savais pas forcément ce qu'il fallait faire, mais que je pouvais leur raconter ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Et bon, ça m'a plutôt bien réussi. J'ai eu plein d'aventures entrepreneuriales dans des secteurs très différents. Je viens de voir le chrono là, donc je vais pas les raconter. Si tu veux que je parle un peu de ce que je fais aujourd'hui. Oui. Mais au final... voilà, j'ai reconstitué un patrimoine, ça m'a redonné un peu d'aisance. Et fast forward 2014, je me suis dit, mais maintenant, j'arrive sur... voilà, je suis quadragénaire accompli, est-ce que je n'irais pas faire des trucs un peu impactants dans des secteurs un peu porteurs et en même temps complètement excitants, le spatial. Oui, évidemment. Et donc je me suis dit, pourquoi pas aller faire des choses dans le spatial. Alors, je suivais l'exemple de Elon Musk, de Jeff Bezos, Richard Branson... qui, dans des médias et de la tech, disaient pourquoi pas le spatial. Donc ils étaient en train de réinventer ce qui s'appelle maintenant le New Space. Et je me suis dit pourquoi pas s'y essayer. J'ai un ami cher qui s'appelle Emmanuel Etchepart, qui est aussi un entrepreneur, qui a fait des boîtes dans le web et dans les médias, avec qui je partageais ses idées. On a décidé de monter ensemble Space Cargo Unlimited. Donc comme ça, tu te lances dans l'espace, après avoir le gaming, l'édition, les technos, les outils de marketing numérique, les outils de production d'images, voilà, des boîtes très très différentes. Alors est-ce que finalement un entrepreneur est capable de partir comme un caméléon? Il est capable
de créer sur n'importe quel Je crois qu'il y a département. différents types d'entrepreneurs. Il y a des gens qui sont des techniciens ou des ingénieurs très calés dans leur domaine, qui vont faire des entreprises de technologie. Il y a des gens qui sont plutôt des commerçants, qui vont développer une activité commerciale et qui peuvent être peut-être avec plus de versatilité. Il y a des gestionnaires qui savent reprendre des boîtes, les structurer, optimiser la gestion. Moi, j'aime bien aller dans des secteurs nouveaux, d'y amener des idées, d'amener des recettes qui sont finalement toujours les mêmes, c'est-à-dire des talents bien meilleurs que moi dans chaque domaine, une cohésion d'équipe, puis des partenariats. Donc moi, je suis beaucoup dans le collectif. Donc des gens avec qui je travaille depuis longtemps m'accompagnent dans cette idée, dans cette histoire, dans ces histoires. Et puis de nouvelles personnes, forcément, c'est un secteur que je ne connaissais pas. Mais pas plus que je connaissais ni la Chine, ni l'édition de Chine, ni l'édition de livres quand j'ai édité des livres pour enfants en Chine. Donc c'est une histoire incroyable, mais on y arrivait. Space Cargo Unlimited, pour en dire deux mots, mise sur le fait que l'environnement spatial peut permettre de créer des produits à haute valeur ajoutée pour la Terre. Des produits qu'on sait soit pas, soit très difficilement fabriqués sur Terre. Et quand on se pose la question à quoi servent les astronautes, toute la journée, ils font des expérimentations. Et donc tout ce qu'ils testent dans le domaine des sciences de la vie, dans le domaine donc des médicaments, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des nouveaux matériaux, de l'électronique, tout ça c'est documenté, c'est en ligne. Je me suis dit, mais il y a une mine d'opportunités incroyables. Pour peu qu'on ait accès à l'espace plus facilement, qu'il y ait des infrastructures et des outils pour produire dans l'espace qui viennent moins cher, ça peut être un marché à fort potentiel. On peut même imaginer que la prochaine révolution industrielle viendra de l'espace. Et je me dis, pour y arriver, avec Emmanuel, on va faire un premier projet pilote. Et on s'est dit, on va prendre un problème. Ce problème, étant bordelais et girondin, c'est la vigne, c'est le vin. C'est un secteur important pour l'économie, c'est un produit culturel. J'ai grandi dans un restaurant, j'aime le bon vin. Et la vérité, c'est qu'avec les évolutions climatiques qu'on vit fort malheureusement aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Et ce qu'on a eu envie de creuser sur la base de tous les travaux qu'on a fait, des rencontres incroyables avec le patron, le fondateur de Denis Bourdieu de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui est aujourd'hui l'Institut de l'INRAE, donc une rencontre avec des scientifiques, que l'espace pouvait permettre d'accélérer des évolutions naturelles de vignes et quelque part en leur donnant une accélération, ils donnant une résistance supérieure, parce que l'espace est un environnement, et l'absence de gravité en particulier, suscite des évolutions qui rendent une force, qui fait que ces plans vignes seraient plus résistants face à des stress moindres, notamment ceux liés au changement climatique. Donc la construction d'une navette spatiale. Alors ça, tu vas un peu vite, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais du coup, on a envoyé de la vigne dans l'espace, qu'on a laissé dans un état dormant, dans des processus très particuliers qu'on a développés avec le CNES. Là aussi, on a eu la confiance du CNES, qui n'était pas gagnée, parce qu'on était des nouveaux. Et on a la grande chance d'avoir rencontré des hommes et des femmes incroyables du CNES, une des meilleures agences au monde, qui nous a accompagnés avec son laboratoire Cadmos. Et on a développé avec l'INRAE, avec le CNES, cette expérimentation qui est devenue un projet industriel. Et on a ramené donc une variété de Merlot et de Cabernet Sauvignon qu'on a fait pousser ensuite dans les serres de l'INRAE à Bordeaux. Et aujourd'hui, on a des milliers de plants dont on a petit à petit, d'année en année, sélectionné ceux qui étaient les plus résistants. Et on va aujourd'hui mettre sur le marché des plants bio plus résistants au mildiou et au changement climatique. Très important pour ce secteur du vin. On l'a financé de manière assez rigolote parce qu'on a mis des bouteilles de vin sur la station spatiale, qu'on a fait vieillir, revisitant une tradition bordelaise qui consistait au XIXe siècle de faire vieillir des bouteilles de vin sur des bateaux. Alors on s'est dit, voilà, on est au XXIe. Voilà, on les a vendus très cher avec Christie's et ça nous a bootstrappé, comme on dit dans un langage start-up. Après, on a eu la confiance d'investisseurs et d'investisseurs remarquables qui ont cru en nous, dont notamment Benoît Grossman et Mathieu Barré d'Euraseo, à l'époque ID Invest. Et puis beaucoup de business angels avec des profils très différents pour lesquels j'ai une grande gratitude. Et voilà. Et de fil en aiguille, on a fait cette mission, on a fait 3 vols sur la station spatiale et en orbite basse avec Blue Origin, avec SpaceX, avec Northrop Grumman. On a compris comment ça marchait, on a vu tout ce qui existait et on a vu qu'il y avait effectivement une vraie opportunité de créer des produits pour la Terre dans l'espace, mais qu'il manquait l'infrastructure. Avec la station spatiale, c'était génial pour faire la recherche, mais que si vous voulez fabriquer avec un prix et des conditions efficaces, il fallait des sortes d'usines automatiques qui n'existaient pas et on a décidé de la construire. Donc on crée notre premier vaisseau spatial, usine spatiale qui s'appelle Rêve One. Et donc ça, c'est la première usine française. Et c'est même la première usine mondiale. Il y a d'autres projets qui sont dans la même thématique. On n'est pas les seuls, mais un projet aussi versatile. Effectivement, en Europe, on est aujourd'hui les seuls. Ouais. Et parce que tu t'ennuies, à côté de ça... Non, alors il y a une deuxième histoire qui est venue Orbite. En fait,
à force d'aller faire des lancements à Cap Canaveral, j'étais frappé par le fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour accueillir les gens qui venaient, et notamment ceux qui allaient voyager dans l'espace. Aujourd'hui, c'est des gens fortunés. Demain, ça sera plus accessible. Et venant de l'hôtellerie, de la restauration, 1 + 1 = 3. Et donc, j'ai discuté avec la NASA. On a trouvé un terrain incroyable. J'ai proposé à Philippe Starr, qui avait refait notre hôtel familial à la Corniche, qui est un homme incroyable, qui a cru dans le projet. Et on a conçu, effectivement, ce qui va ouvrir normalement en 2027, qui est le premier centre de formation et centre d'expérimentation du métier d'astronaute ouvert à tout un chacun, au milieu de la base de Cap Canaveral. Et à côté de ça, Microsoft. Et alors, il se trouve que la 7e start-up dans laquelle j'étais impliqué a été rachetée par Microsoft, créée par mes mêmes amis Laurent Latière, Christophe Chatillon et Vincent Barra, avec qui on a fait la Web Agency. Et cette entreprise m'a connecté à Microsoft et on m'a proposé un job. Microsoft était formidable en me disant « mais tu peux continuer ce que tu fais à côté dans le spatial ». Et j'ai démarré cette activité effectivement entre ma vie à Microsoft, Space Cargo et Orbit, jusqu'à aujourd'hui où je dirige l'activité spatiale de Microsoft. Parce que voilà, ils sont très bons, ils arrivent à me proposer des trucs un peu sympas et ça se passe plutôt bien, donc c'est chouette. Et donc cette gestion en fait d'être dirigeant et en même temps salarié finalement, en fait t'as les trois, Microsoft me laisse une grande flexibilité du moment que j'ai des résultats et après je travaille beaucoup effectivement, c'est des semaines à 90-95 heures. Ouais. Ah ça c'est important de le souligner. Il n'y a rien sans rien. Quelle est la phrase de la fin pour les entrepreneurs qui nous écoutent ? Il ne faut pas se mettre de limites. Je crois qu'on est les premiers à s'imposer des limites. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut savoir s'entourer, mais voilà, pensez grand. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup Nelly. Je te laisse signer ton ticket de passage. Et je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode incroyable. On est dans l'espace. Likez, partagez et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci à tous. Au revoir. Merci.